La ville, élément habituel dans l'Antiquité romaine, s'était rétrécie et enfermée derrière d'épaisses murailles pour faire face aux invasions puis aux pillages des seigneurs de guerre. Avec la diminution des violences, la richesse était imparfaitement revenue et la population européenne avait brusquement augmenté aux alentours de l'an 1000. Plus nombreux, les paysans, pas tous mais beaucoup d'entre eux vont aller vers les cités à la recherche d'un travail. En effet, dans les villes s'était développée une bourgeoisie composée d'artisans, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des biens comme le tissu, les outils, le cuir, les teintures, les armes, etc. Et des marchands pour vendre ces objets ou se procurer des matières premières. Le développement de l'artisanat lié au commerce crée un marché du travail pour tous ces paysans déracinés qui se transforment en ouvriers. Du reste, plus une ville était bien située, le long d'un fleuve ou à la croisée de plusieurs routes, plus elle pouvait se développer. En même temps, les habitants des villes veulent échapper à la justice, à la tyrannie des seigneurs, les grands féodaux. Alors, ce pouvait être soit des seigneurs de guerre, soit de grands prélats, des hommes d'église. Alors, pour échapper à la tyrannie, à l'autorité de ces gens, les citadins vont se réunir et se jurer une fidélité commune, d'où le mot de commune. Ces communes, munies de droits et de privilèges, mettaient donc la cité hors du pouvoir du seigneur, qui ne pouvait plus y venir à sa guise, prendre ce qu'il voulait, bousculer ou tuer qui bon lui semblait. Les croisades avaient éloigné bon nombre de seigneurs turbulents, mais tous n'étaient pas partis. Contre ceux qui étaient restés, les communes voulaient obtenir des libertés favorables au commerce. Après tout, qui aurait voulu aller s'établir dans un endroit où son droit de propriété n'était pas garanti? Les communes, avec des chartes, c'est-à-dire des contrats, se libérèrent donc de la justice des seigneurs. Les habitants, regroupés par métier ou corporation, élisaient des échevins, c'est-à-dire des magistrats, des dirigeants auxquels ils obéissaient et à qui ils payaient un impôt. Mais à eux seuls, plus d'impôts payés aux seigneurs, plus de potences dressées par les ducs et les comtes, qui en contrepartie recevaient le plus souvent de substantiels dédommagements. Parfois, la charte ne suffisait pas. Certains seigneurs revenaient sur leurs engagements et il fallait s'en prendre physiquement à eux et les jeter dehors. C'est ce qui arriva, on l'a vu, à Liège avec le mal de la Saint-Martin. Mais aussi, par exemple, en 1112 à Laon, où l'évêque Gaudry, que les citadins ne supportaient plus en raison de ses brutalités, fut chassé de sa maison par une émeute. Parti se cacher dans un tonneau déguisé en serviteur, l'évêque fut tiré de sa cachette, reconnu et littéralement découpé vivant par la foule furieuse. Voilà qui pouvait servir d'avertissement aux autres tyrans en herbe. Ainsi protégés de la tyrannie des nobles, les villes purent se développer, par exemple en Flandre, dans le nord ou le centre de la France, dans le nord de l'Italie. Mais la liberté des villes ne fut jamais définitive. Il arrivait même parfois que certains seigneurs, et même des rois, veuillent reprendre le contrôle. Alors, dans ce cas, les milices communales, c'est-à-dire des armées privées, couraient s'armer et allaient à la rencontre des chevaliers. Et figurez-vous qu'il leur arrivait de gagner de plus en plus souvent. Ainsi, hérissés de piques et de haches, les milices flamandes taillèrent en pièces l'armée du roi de France à la célèbre bataille de Courtrai le 11 juillet 1302. Un jour qui est... la fête de la communauté flamande de Belgique, voyons. On voit donc les éléments constitutifs de la ville. Premièrement, la muraille, qui sépare la ville des campagnes et qui la protège des violences, guerre ou brigandage.
C'est d'ailleurs l'origine des beffrois, ces hautes tours pour guetter l'approche d'un ennemi et avertir du danger en sonnant les cloches. Et deuxièmement, l'activité artisanale et le commerce. Les Européens sont de plus en plus nombreux à partir tenter leur chance à la ville pour fuir l'oppression et l'asservissement. Vers 1200, environ 1 millier de nouvelles villes se constituent autour de places de marché, d'évêchés et de châteaux. Au XIVe siècle, on en compte déjà 3000 au cœur de l'Europe. Une révolution urbaine est en marche. Les enceintes des villes vont symboliser la frontière entre deux mondes. La campagne, à l'extérieur, synonyme d'oppression, et la cité, à l'intérieur, promesse de droits civiques et d'autodétermination. L'ère citadin rend libre. Cette explosion du développement urbain au cours du Haut Moyen-Âge va donner à l'Europe son visage si reconnaissable. Les imposantes cathédrales en constituent un élément emblématique. Un vent de renouveau souffle sur l'Europe. On aurait dit que le monde s'était ébroué pour se débarrasser de sa vieille couche de poussière. Une véritable compétition poussait chaque communauté chrétienne à posséder une église plus somptueuse que sa voisine. Et plus élevée. Tout autour de Paris jaillissent les premiers gratte-ciel du Moyen-Âge, tandis qu'apparaît un nouveau style, bientôt copié sur une large partie du continent, le gothique. Les villes européennes se muent en gigantesques chantiers. Les architectes médiévaux ont leurs édifices dans la tête. Il se fie donc à leur expérience pour les concrétiser, mais aussi aux connaissances mathématiques antiques ou à celles rapportées du Moyen-Orient par les croisés. Même l'arc en ogive serait importé d'Orient. Qui l'eût cru? Les chantiers, qui s'étendent souvent sur plusieurs siècles, sont une affaire européenne. Maîtres d'œuvre flamands et français, tailleurs de pierre lombards, charpentiers du sud de l'Allemagne, travaillent main dans la main. De la sorte, se bâtissent en parallèle les relations européennes. La maison Europe, pour ainsi dire. C'est bon, c'est parfait. Jusqu'alors, les donneurs d'ordre étaient les évêques et les souverains. Pourtant, à Lübeck, on érige la première grande église financée par de riches bourgeois, Sainte-Marie. Plus haut édifice en briques du monde, elle symbolise la puissance d'un nouveau groupe social qui joue un rôle de plus en plus influent en Europe, les marchands. Ils tirent leur puissance non pas d'une bonne naissance, ni même d'un ordre divin, mais de leur capital et de leur réseau étendu. Une révolution dans le monde médiéval. Mais il y a un troisième élément constitutif, le manque d'espace, qui crée de la pollution et du brigandage. Brigandage car les rues le soir dans les villes ne sont pas éclairées. Et se promener la nuit, alors, c'est assez risque et péril. Quant à la pollution, les rues des villes sont enserrées et les bâtiments en bois. C'est ce qui étonne le plus souvent les visiteurs américains qui n'ont pas chez eux, dans leur ville récente, des ruelles sinueuses ou ce qu'on appelle un centre historique ou une vieille ville. Au Moyen-Âge, les maisons collées les unes aux autres sont construites sans lieu d'aisance. La rue est un égout à ciel ouvert et l'on jette toutes ses ordures par les fenêtres. Les porcs qui gambadent librement servent à nettoyer les déchets. Les rues de Paris, par exemple, alors la plus grande ville d'Europe, ne sont recouvertes de lourds pavés en grès qu'en 1185, et cela coûta très cher. Enfin, on y respirait mieux. On pensait au Moyen-Âge que les maladies venaient de la putréfaction de l'air. Pas totalement faux. Les endroits les plus infestés, véritables nids à bactéries, ne sont pas très bons. Un habitant d'une ville du XXIe siècle ne peut imaginer à quel point les rues du Moyen-Âge pouvaient sentir mauvais. C'est d'ailleurs à cause de l'absence d'hygiène dans ces villes surpeuplées et sales qu'éclata la grande épidémie de peste noire sur laquelle on viendra.
Les incendies, difficiles à éteindre, il n'existe pas de service de pompiers, font des ravages. Toutes les villes du Moyen-Âge ont brûlé plusieurs fois. En 1212, Londres est détruite par les flammes. En 1185, la cathédrale Saint-Lambert de Liège est victime du feu, hélas. Et c'est pareil pour d'autres cathédrales comme celle de Chartres, de Rouen ou de Reims. Heureusement, Notre-Dame de Paris attendra 2019 pour flamber. Quelle chance! Au Moyen-Âge, personne n'aurait eu idée de chercher les responsables. Les incendies étaient des catastrophes courantes comme les orages, les inondations, le froid intense ou les famines et les maladies. La vie dans les campagnes était dure, nous l'avons vu, mais dans les villes, c'était pas non plus le paradis. Play it, Mr. Toot!